Merci, professeur Gilles Perriot. Vous avez parcouru pas mal de définitions, de concepts et surtout la confusion entre le concept radicalisation et d'autres concepts. Vous avez évoqué la question de recrutement des plus jeunes, des filles, dans les sectes ou bien dans des groupes radicalisés. Vous avez révélé les lieux de recrutement. Effectivement, quand j'ai fait la recherche à Marseille, en plus des mosquées, il y avait les salles de sport qui étaient des lieux de vigilance parce que c'était des lieux où on vise des jeunes pour les recruter dans des groupes djihadistes. Aussi dans les quartiers où il y a des communautés, des immigrés surtout, par exemple des Marocains, des Algériens, des Tunisiens. Et pour ne pas être lente et ouvrir un petit peu le débat avec nos chers étudiants et professeurs, je vous cite un exemple d'une jeune fille que j'ai étudiée à Marseille, avec l'âge de 16 ans. Il était en concurrence avec sa sœur dans le même quartier qui va faire le bus le plus. Elle était en voie de radicalisation, sa sœur était violente, elle était addict à la drogue, il était dans une autre voie, comme a dit professeur Gilles. Comme on parle de l'addiction, on parle des sectes, on parle donc c'est des voies différentes quand on est perdu, quand on est à la recherche d'une identité, à la recherche d'une place dans un groupe, d'une place dans la société, et le premier qui nous tend la main, on est partant. Et un peu pareil de ce qu'a expliqué Gilles Perriot sur la progression ou la graduation dans la radicalisation. J'ai pensé à la pyramide de radicalisation de Moghadam. C'est la première phase d'exploration. On explore qu'est-ce que c'est, après l'adhésion, après la légitimation, avant de passer à un acte violent qui est au sommet de pyramide de radicalisation. Et c'est pas toujours on arrive au sommet, et c'est pas toujours on emprunte les mêmes graduations ou les mêmes étapes pour arriver à l'extrême de radicalisation. Je vous remercie beaucoup, chers sociologues, et je donne la parole à nos chers étudiants, professeurs, si vous avez des questions à débattre avec professeur Gilles Perriot. À vous la parole. Merci d'être à l'écoute d'ailleurs. Merci, professeur Saleh, d'être présente avec nous, professeur à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé. Est-ce que vous avez des questions à poser à monsieur Kautar? Alors, merci pour votre information très enrichissante. Alors, j'ai deux questions concernant sur la porte de voile. Alors, la première question, il s'agit de comment la France perçoit-elle aujourd'hui la porte de voile. Et la deuxième, pourquoi la porte du voile suscite un débat en France. Suscite un débat. Allez? Non, pardon. Bon, déjà, merci beaucoup pour votre intervention. Et ma question est la suivante. Vu que vous êtes quelqu'un qui a vécu quelques années au Maroc, vous avez quand même une histoire avec le Maroc, pourquoi nous n'avons pas autant de radicalisation au Maroc? Je remercierai aussi M. Chafi pour l'organisation de cet événement. C'est sûr que la question de la radicalisation et du fait religieux est très important. Moi, j'aimerais en fait aborder deux choses, si vous voulez. Il y a un petit témoignage personnel par rapport à cela que j'ai vécu on va dire 1982, ça remonte à très loin. Je devais avoir 15 ans et je faisais ma première année au lycée. Et à ce moment-là, c'était l'apparition dans le paysage du voile. C'était quelque chose
assez étranger pour nous, on n'avait jamais vu ça. En fait, c'était un voile, c'était un foulard, ça ne ressemblait pas du tout au costume marocain. C'était quelque chose qui nous semblait vraiment très étranger. Et moi, donc, quand j'étais au lycée, à un moment donné, on était à la récréation, il y avait une fille. Dans notre classe, il y avait 0 fille voilée. 0. Vraiment 0 fille. C'était un lycée public. Ensuite, il y a eu une fille qui a porté ce costume-là, c'est-à-dire un foulard, mais d'une façon différente de celle des Marocains. Nous, on était un peu curieux, enfin, on ne savait pas d'où ça venait, parce qu'on ne s'identifiait pas à ce moment-là dans ce genre de costume. Et alors, un jour, elle est venue vers moi pendant la récréation, et sous le manteau, elle m'a filé un livre. En fait, c'était un livre de Hassan Benna. Elle m'a dit, voilà, tu vas l'emporter, tu vas le lire chez toi, et tu me diras. Mais tu le montres à personne. Et parallèlement à cela, il y avait mes parents qui étaient déjà avisés, heureusement pour nous, qui étaient déjà avisés, donc à la maison, pour nous, c'était très simple. On est musulmans, on est pratiquants, mais le voile n'est pas une preuve de la bonne foi, quoi que ce soit. Et en fait, quand j'ai eu cet ouvrage, en rentrant à la maison, je ne l'ai pas montré à mes parents. J'avais trop peur, parce que j'allais être certainement, voilà, il ne fallait même pas le prendre. Bon, moi j'ai couru le risque, je l'ai pris. Et je l'ai lu dans ma chambre, en m'enfermant, tout ça. J'avoue que je n'étais pas du tout attirée par ce qu'il y avait dedans. Je l'ai remis dans le cartable et je l'ai rendu à la fille, discrètement. Elle était déçue, bien sûr, parce qu'elle aurait aimé que j'adhère à ça. Alors, mais ce qui est frappant, ce n'est même pas ça. Ce qui est frappant, c'est qu'à la fin, comme elle était la seule, un jour, elle va nous surprendre tous en classe, on était une classe mixte, elle va arriver sans voile. Elle va tout enlever, le foulard, le truc. Elle va arriver sans tablier comme toutes les filles, sans jean, enfin enfant qu'elle est. Et quand elle est rentrée en classe, toute la classe a applaudi. Toute la classe, c'était un vrai spectacle de théâtre, quoi. Toute la classe a applaudi parce qu'à l'époque, elle nous apparaissait comme quelqu'un d'étranger quand elle a adopté ça. Et puis ensuite, moi je rejoins ce que mademoiselle, ce qu'elle a parlé de la radicalisation en France. Il m'est arrivé effectivement de connaître, de voir les cités, que ce soit à Besançon même, ou à Bruxelles. J'étais choquée parce qu'on avait l'impression que ce n'étaient pas les mêmes musulmans qu'on connaissait. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que leur conception, leur manière de voir la religion, elle était différente, elle était beaucoup plus radicale et beaucoup moins tolérante. Et on se demandait pourquoi justement. Pourquoi cette radicalisation plus en France et en Belgique, peut-être en Hollande aussi ça serait la même chose, mais pas la même chose du tout au Maroc ou ailleurs, au Maghreb peut-être. Voilà, donc c'est une question qu'on s'est toujours interrogée. Merci. Encore une question et Je remercie tout d'abord Moustapha Moustouri, le doyen de la faculté des sciences économiques et sociales de Saint-Louis. Et je remercie aussi le professeur Nagoua et en même temps la faculté des sciences de l'éducation. Moi, c'est Ibrahim Moussoussou. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Montpellier et vice-président du Centre d'études pour le développement et de prévention des extrémismes violents. Voilà, dans notre centre, donc on a l'expérience de profilage des désengagés de Boko Haram. On a profilé 2554 désengagés de Boko Haram. Donc j'étais le chef de mission où le profiler, ça veut dire que c'est venir d'abord enquêter ceux qui sont partis au bout de Boko Haram. Ils sont partis, ils sont des désengagés, on peut parler aussi des répandus. Donc on a échangé avec ces gens, donc c'est des gens où on a profilé 2554 désengagés de Boko Haram. Donc quand on écoute un petit peu de témoignages
de ces gens qui sont partis au Boko Haram, qui sont retournés, des fois, c'est beaucoup plus... ils sont pauvres, des fois, le Boko Haram vient dans un village comme ça, il s'extermine 3-4 personnes, soit vous allez nous suivre, soit on va exterminer tout le monde, donc les gens vont suivre. Donc il y a plusieurs modes de recrutement. Mais maintenant, je voudrais relier un tout petit peu avec la radicalisation en France. Récemment, c'était le mois dernier, j'étais à Grenoble, j'ai posé des questions à certains. En sortant de la mosquée, j'étais parti à la mosquée. Et en sortant, un vendredi de la mosquée, j'ai parlé avec un jeune. Il est venu comme ça, un jeune. J'ai dit, comment ça va? Il m'a dit, j'ai dit, ouais. Parce que là-bas, au niveau de la mosquée de Grenoble, le vendredi, on a deux groupes. Le premier groupe, il prie à 12h30, ils finissent à 13h. Et le deuxième groupe, c'est de 13h à, comme la mosquée répétée. Donc maintenant, je lui ai demandé pourquoi on ne fait pas une grande mosquée. Il m'a dit, regarde, moi je suis né ici, mais j'en ai marre de ce système. Ouais, c'est-à-dire que j'ai ressenti en lui la haine par rapport à ces deux groupes. Et puis j'en ai marre de ce système, parce qu'il faut attendre que c'est leur sorte pour que les autres. Donc ça veut dire que comment vous faites les liens par rapport à tout ce qui est radicalisation, parce que déjà la personne il se sent un peu frustré, il ne se retrouve pas, il est né là-bas. Il est né à Grenoble, il a grandi là-bas, mais il ne se retrouve pas. Voilà, je vous remercie. Merci. Je donne la parole à professeur Gilles Ferriol pour répondre à ces questions. Et s'il y a d'autres questions, on enchaîne après. Merci Mme Najat. Le port du voile en France, c'est une question qui, politiquement, est très sensible. Et selon le positionnement que vous avez sur l'échiquier, vous allez avoir des attitudes, c'est qu'elle devient très radicale. Du côté de l'extrême droite et d'une partie de la droite, il est souhaitable dans les discours que l'on fasse le nécessaire pour une interdiction dans l'espace public, au sens large du terme. Le port du voile est assujetti, ou plutôt est considéré comme une forme d'assujettissement. Et cet argument peut être aussi mis en avant par les féministes, ou certaines féministes, qui plaident pour justement une forme de libération au-delà des signes ostentatoires en tant que tels. Donc déjà, politiquement, c'est très complexe du côté des extrémistes. Et puis, comme on dit en France, vous savez que la situation politique est très complexe, il y a un bloc central autour du président Macron qui regroupe plusieurs partis, disons, de centre-droit. Et il y a des différences très sensibles. L'ancien Premier ministre, M. Attal, rejoint à bien des égards la fermeté par rapport à cette question du port du voile. Et puis, vous avez de l'autre côté, du côté de la France Insoumise en particulier, une défense azimut des banlieues et une stratégie électorale qui est très précise. Et par conséquent, la question oser toucher au port du voile ne leur convient absolument pas. Donc là, c'est déjà une question politique. Maintenant, il y a la législation. Et par exemple, dans un amphithéâtre, à l'université, une jeune fille qui est majeure ne peut pas se voir interdire l'accès dans ce type de système éducatif. En revanche, dans le secondaire, il y a, depuis une quinzaine d'années, des lois qui interdisent le port de tout signe ostentatoire, et donc le port du voile en tant que tel. Alors ça a déclenché des polémiques, et puis certaines de ces jeunes filles ont essayé de biaiser en ayant des tenues qui ne sont pas strictement du ressort du voile, mais qui s'apparentent sans l'être vraiment. Et du coup, le législateur, toujours avec M. Attal, qui a eu, au moment où il a proposé cette mesure, une hausse spectaculaire de sa popularité, a décidé qu'à la rentrée, eh bien, il n'est plus du tout question de porter la veilla, par exemple. Donc vous voyez que la législation elle-même a fluctué et
il y a des ISANI, il y a des commissions de la laïcité qui ont été constituées, et on sait que de démission en démission, cela traduit des conflits sur la manière de prendre en compte cette question. Et ça va être encore une question de fait pour les prochaines élections qui auront lieu, les principales en 2027, mais déjà dès les municipales, notamment dans la banlieue parisienne, où on s'attend à une percée spectaculaire des listes, disons, radicales, communautaires, comme en Belgique, comme à Molenbeek. Regardez qui a le pouvoir politique à Molenbeek, on verra tout de suite ce qu'il en est. Alors, le Maroc, par rapport à d'autres pays maghrébins, c'est vrai. Et quand vous regardez, par exemple, les statistiques sur les personnes qui sont incarcérées en France, quel que soit le motif, les personnes adultes, parce que je laisse de côté les jeunes délinquants. Quand vous regardez en détail du côté des étrangers, c'est les Algériens qui arrivent largement en tête. Les Marocains sont un ou deux crans en dessous. Alors bien sûr, je fais en proportion, même si les deux communautés sont relativement proches quantitativement dans le cadre français en tant que tel. Mais il y a aussi les troisième, quatrième générations. Comment les comptabiliser? Ils sont français, donc je ne peux pas dire que mon grand-père était algérien ou marocain. Donc c'est très complexe. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que quand on a des statistiques liées à la drogue, on appelle en France actuellement du côté de Marseille la DZ mafia. C'est pas la MA mafia. Donc les signes de discrimination sous ces angles de comportement délictueux sont davantage présents là plutôt qu'ailleurs. Mais il faut se méfier parce que il y a aussi peut-être, imaginons, c'est une hypothèse, que ici on ait des services secrets extrêmement habiles qui déjouent avant même que le processus est fait. Alors que là-bas on est plus pâteau, on ne sait pas quoi faire, et puis parfois même on collabore par rapport au narcotrafic. Donc il y a ce qu'on appelle le chiffre noir, qui révèle des imprécisions, et je ne peux pas trancher de manière absolue, mais j'ai des indicateurs qui laissent entendre qu'on a deux modes. Et pareil, quand je dis l'Algérie, c'est une façon de parler. Si je prends les Kabyles, Béjaïa, chez les Chaoui, du côté de Oum El Bouahi, je n'ai pas les mêmes statistiques de délinquance en France, par exemple, que ce qui se passe quand je suis à Alger et quand je suis à Bida, qui est quand même un fief. À Bida, sous cet angle-là, c'est bien tenu. Mais quand je vais du côté de la banlieue algéroise, c'est autre chose. Donc vous voyez, c'est une façon de parler. Et puis là, il y a plusieurs paramètres. Il y a la religion, effectivement. Il y a le fait de se tourner davantage à l'avenir, le fait d'avoir en tête des projets, et pas simplement d'être activé par la rente mémorielle qui considère que si vous en êtes là, c'est pas de votre faute, mais c'est par la présence. Bon. Les Marocains sont pas comme ça. Les Marocains sont. Je vais faire le parallèle pour ne pas blesser inutilement les uns ou les autres, mais je prends des Antillais, vous savez, les Antillais, Martinique, Guadeloupe, et je prends l'île de la Réunion. Ces trois îles ont été victimes de l'esclavage. Donc on pourrait dire, elles ont subi, c'est vrai, les mêmes événements. Vous allez à la Réunion, je ne dis pas que c'est idyllique, mais on est déjà tourné vers autre chose. Là-bas, vous êtes accueillis là-bas comme vous êtes au Maroc. L'hospitalité, la générosité, on regarde pas la couleur du peau. Je vais aux Antilles, on me fait remarquer que je suis métropolitain, c'est-à-dire je suis blanc. Et que le serveur, quand vous lui demandez un verre, fait son pas entendre, pour les 3-4 fois. Quand il ouvre la porte, voilà, c'est pas tout à fait ce que vous avez commandé. Et il ne faut pas faire une règlement parce qu'on fait comprendre par le regard qu'ici c'était pas chez toi. Et pourtant, ils ont subi les mêmes choses. Et comment comprendre que dans ces deux pays aux Antilles, et encore mieux si j'ose dire, géographiquement, vous avez la Guyane. J'étais il y a 3 semaines en Guyane à Cayenne. C'est juste à côté de Martinique Guadeloupe. Mais la Guyane, l'avantage, c'est que l'on a des Amérindiens, des Bushimengués, c'est un descendant d'esclaves, vous avez des métropolitains, vous avez des Hmongs qui viennent du Vietnam, vous avez plus de 80 000 Hmongs qui sont là-bas, ça fait une très cosmopolite. Et ma couleur de peau ne me permet pas de dire la hiérarchie. Quand je vais à la Réunion, je vois un monsieur qui est inspecteur d'éducation nationale, c'est pas forcément quelqu'un qui met une métropole, ça peut être un créole noir. Ma couleur de peau ne me permet pas que vous envisagez où je me situe dans la hiérarchie. Mais si je suis, bien sûr, maintenant, en Martinique ou Guadeloupe, si je suis un béquet, comme ils disent là-bas, un gros propriétaire foncier, de fait, la différence, elle est criante de richesse. Et du coup, ça crée, dans la présentation, une autre mentalité. Il y a des paramètres culturels qui font que
on est à situation donnée esclavage ou colonisation, et comportements qui peuvent être différents. Et on parlait de l'évolution par la dame. Je vais souvent aussi en Tunisie et j'ai été frappé depuis une quinzaine d'années. Je sais si la femme a été émancipée, le président Bourguiba en particulier. Vous allez au 9 avril à Manouba, là-bas aussi à Tunis, et il y a de plus en plus de filles qui sont voilées. Alors ça ne veut pas dire que tout d'un coup elles deviennent intégristes ou autres. On l'a dit, il y a plusieurs tactiques, il y a plusieurs stratégies, il y a plusieurs desiderata. Mais là, c'est incontestable. Avant, c'était pour s'indiquer un 10e. Maintenant, on en est au 8e. Et je ne parle pas de Gafsa, je ne parle pas du Sahel, je ne parle pas des autres villes sudistes où là, les inégalités sont très fortes. Hein. Ce n'est pas par hasard si la révolution des Roxistes c'est venu du Sud. Hein. C'est pas du côté des professions libérales, avocats, professeurs de fac, médecins, femmes qui manifestent dans les avenues principales de Tunis. Hein. Donc il y a les paramètres des inégalités socio-économiques, culturelles, qui font que... Et puis il y a des éléments biographiques, parce que c'est des explications globales, mais vous savez, dans votre vie, il y a un événement anodin pour moi, mais qui la transforme votre vie. Vous faites une rencontre amoureuse, par exemple, ou quelqu'un qui, au moment où vous êtes en difficulté, vous donne un signe positif. Votre vie change, vous ne savez pas pourquoi. Et l'autre qui avait tous les signes, tout d'un coup, il y a une réflexion, il y a un dépit amoureux, il y a un problème de santé, il bascule. Et ça, c'est pas prévu dans la biographie. Il y a des éléments biographiques qui font, et ça, on a du mal en tant que sociologue, parce qu'on raisonne globalement, de manière holiste, macro, et il y a ce qu'on appelle les micro-formations de la macro-sociologie. Et il faut regarder, et la biographie, c'est des ruptures aussi. Il y en a qui sont bien vécues des ruptures, il y en a d'autres qui le sont mal. Et puis ça dépend aussi, on parlait du risque, et il y a une autre variable, c'est la vulnérabilité. C'est-à-dire qu'avec le même risque, si j'ai la chance, par exemple, je viens de perdre quelqu'un qui m'est cher, et j'ai la chance d'être bien entouré, je suis encore en bonne condition physique, c'est dur, mais je tiens le choc. Mais le même événement, la même personne meurt, et ce jour-là, je ne suis pas en forme, j'ai eu des soucis personnels, professionnels, là je craque. Mais c'est le même individu, c'est le même événement, mais dans deux contextes de vulnérabilité différents. C'est pour ça qu'il faut faire de la microsociologie, comme vous l'avez fait, madame, en écoutant, en voyant. Parce qu'autrement, on ne voit pas, on dit les Marocains ou les Algériens, et quand on affine l'analyse en prenant en compte ces éléments, on arrive à comprendre des choses, oui, même des éléments anodins. Par exemple, il y a une jeune fille, c'est une cancre, elle a de très mauvais résultats, elle ne bosse pas, elle est montrée du doigt, elle fait la sotte parce qu'elle s'ennuie. Puis tout d'un coup, le prof, le vendredi, donne une dissertation, et je ne sais pas pourquoi, cette fille-là, elle est intéressée. Et là, au lieu de passer son temps sur l'ordinateur, elle prend des livres, elle demande conseil, elle rédige, et elle fait quelque chose qui lui plaît. Elle donne la feuille au professeur, le professeur prend la feuille, il lui jette. Après, il jette un coup d'œil, il lui dit, mais c'est pas possible. Or, c'était elle qui l'avait écrit. Le mépris, la phrase qui humilie. Comment voulez-vous cette jeune fille, qui pour une fois fait un effort, et montrer du doigt, parce qu'elle a la réputation, le labelling dans le dos, tu as un cancre, tu as une décrocheuse potentielle. Voilà un mot, la fille est bien. Alors qu'un petit mot du gars en question aurait pu peut-être, c'est pas sûr, mais au moins aller dans le bon sens. C'est vrai que ces éléments-là, on a du mal à les percevoir. Il faut, c'est le travail du sociologue ou en sciences d'éducation d'avoir ces éléments. Et puis, ce que nous dit Ibrahim, qui connaît bien le Tchad, bien entendu, et qui fait partie des observatoires, c'est tout à fait vécu, et je sais s'il y avait Boko Haram, entre autres, du côté du lac Tchad, et puis maintenant il y a d'autres enjeux de conflictualité. On en parle beaucoup, et notamment sur les repentis, en quelque sorte. Hein, c'est le discours des repentis. Et est-ce que c'est des vrais repentis, comment ils font et pourquoi ils sont engagés? Et ce qu'il nous faut, c'est ces banques de données dans différents pays du Sahel qui nous permettent de voir s'il y a un fond commun, comme on a essayé de le voir, le complotisme, le rejet des valeurs, et des éléments spécifiques. Et ça, c'est un travail de chercheurs. Il n'y a que vous, les chercheurs de terrain, qui peuvent nous éclairer sur ce que vous voyez au Maroc ou au Tchad, ou en Tunisie ou en Algérie parfois. Merci beaucoup pour vos questions. C'est pertinent pour les questions. Je ne sais pas s'il y a encore une question qui apparaît, sinon on clôture cette belle séance scientifique intéressante et enrichissante. Je tiens encore une fois à remercier le professeur sociologue Gilles Perriol
d'avoir accepté notre invitation à être parmi nous aujourd'hui et enrichir cette séance. Monsieur le doyen de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Salé, professeur Saleh présent avec nous et nos chers professeurs, nos chères étudiantes et étudiants, en votre nom, on remercie notre professeur. Je clôture cette séance enrichissante et je vous demande de faire une photo de groupe avant de partir. Merci beaucoup.